étape de notre parcours qui aujourd'hui s'arrête devant la Grande Muraille de Chine, mais en ce qui concerne notre cours, s'arrête quant à la question de la compétence de décision. C'est une question effectivement assez importante qui se pose au tout début du dossier. Nous sommes donc toujours bien dans la phase avant, dans la phase de préparation du dossier, et il est important de savoir si vous êtes bien compétent, si votre institution est bien compétente pour gérer ce dossier, et au sein de cette institution, quel est l'organe qui, au final, doit prendre la décision. Alors, la question de la compétence, elle peut se voir sous trois formes en question. Je prépare le PowerPoint. Alors, il y a trois types de compétences qui peuvent apparaître. Compétences de lieu, compétences de temps et compétences matérielles. La compétence de lieu et la compétence de temps, c'est des choses assez simples à comprendre. Qui sont de lieu, les autorités ne sont compétentes que sur le territoire pour lequel elles sont mandatées. Dans le cas d'une commune, la commune est compétente sur son territoire. Ça semble assez logique. Même chose pour un CPS. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous travaillent non pas dans des communes ni dans des CPS, mais dans des intercommunales. Par parenthèse, le syllabus n'est pas spécialement fait pour les agents des intercommunales, mais bon, ils sont évidemment les bienvenus. Mais pour ceux qui travaillent dans une intercommunale, celle-ci est compétente pour les matières qui s'exercent sur le territoire des communes qui font partie de l'intercommunale. Alors, ça semble assez logique, évidemment, mais parfois, ça peut poser problème. Pour vous citer un exemple plus personnel, il y a quelques années, la commune dans laquelle j'habite, qui n'est pas la commune dans laquelle je travaille, a été le théâtre d'un accident de train. Rien de dramatique, mais dans un des wagons, il y avait du matériel potentiellement dangereux. Donc, comme il y a un accident, on appelle le bourgmestre sur place. Le problème était que le train, qui est assez long, était situé pour une partie sur une commune et pour l'autre partie sur une autre commune. Et donc, mon bourgmestre, logiquement, je dis, est-ce que je suis bien chez moi pour prendre les décisions? Donc, voilà, ça peut parfois poser des problèmes de ce type-là. Exemple plus récent, même très récent, la commune de Wem a décidé de fermer l'accès aux failles, vous avez entendu parler de ça. Et donc, ça peut parfois poser problème pour une série de personnes qui doivent passer par là, non pas pour aller se promener, mais pour aller travailler. Et donc, j'ai des gens de ma commune, la commune dans laquelle je travaille cette fois, qui nous contactent en nous disant, mais nous, on doit absolument passer par là pour aller travailler. Donc, on ne s'y arrête pas pour se promener, mais on doit passer par là pour rejoindre notre lieu de travail. Bon. Et donc, ils ont contacté la commune de Wem qui leur a dit, enfin, une personne leur a dit, une information qui était apparemment pas tout à fait exacte, cette personne leur a dit, vous devez contacter votre commune d'origine qui vous délivrera éventuellement un document. Et donc, la personne revient vers notre commune en nous disant, c'est vous qui devez nous donner un document pour nous permettre de passer par les failles. Il est évident que la commune de Plombières, en l'espèce, ne peut pas prendre une décision qui permette à des gens de faire quelque chose sur une commune qui n'est pas la sienne. C'est la commune de OM. Bien entendu, nous ne sommes compétents. La bourgmestre qui aurait pris cette décision n'aurait pas été en réalité en mesure de la prendre puisqu'il n'aurait pas été compétent en termes de lieu. Voilà. Mis à part ça, ce sont des questions qui sont assez logiques, bien entendu, qui posent rarement problème. Compétence de temps, les autorités ne sont compétentes, les autorités qui vont prendre la décision dans votre dossier, ne sont compétentes que pour la durée du mandat pour lequel elles ont été choisies. Bon, évidemment, il y a des élections, donc il y a des changements, ce qui signifie que le bourgmestre ou l'échevin d'un jour n'est plus nécessairement celui du lendemain. Et donc, il n'est pas possible, évidemment, qu'un bourgmestre, par exemple, signe un acte à une date à laquelle il n'est plus bourgmestre. Ça aussi, ça semble assez évident. Pour l'intercommunal, il peut y avoir aussi des changements. Un président intercommunal est remplacé. Celui qui est remplacé ne peut plus signer de document. C'est assez logique également. Bon. À Verviers, par exemple, où la situation est un peu plus compliquée au plan politique, vous l'avez sans doute suivi. Il y a eu plusieurs bourgmestres qui se sont succédés en peu de temps. Il faut faire attention, évidemment, à celui qui signe au bon moment. Quand il est bourgmestre, il peut signer. S'il est remplacé ou elle est remplacée, elle ne peut plus signer à partir de la date de son remplacement. Voilà. Mais mis à part ça, ce sont des choses, là aussi, assez simples, assez logiques à comprendre. Ça peut avoir un impact au plan financier, la compétence de temps. On vient de passer la fin de l'année, et comme dans ma commune, comme dans beaucoup d'autres, j'imagine, on a fait un petit collège de fin d'année.
pense que c'était le 29 décembre, pour signer ou acter les tout derniers bons de commande de l'année. Pourquoi? Parce qu'un bon de commande qui est un engagement financier a un impact financier sur le budget de l'année en cours. Autrement dit, le bon de commande qui est signé le 29 décembre 2020 est répertorié sur le budget 2020. Alors que le bon de commande qui est signé le 4 décembre 2021 sera engagé sur le budget de l'année 2021. Alors, c'est pas bien grave, sauf que votre crédit budgétaire, s'il était encore disponible en 2020, il n'existe peut-être pas en 2021. Donc, si vous faites passer votre bon de commande le 4 janvier, on ne peut pas l'appliquer sur le budget de l'année avant. Donc, il ne pourra pas être exécuté. Et il y a un peu de crédit dans une série de domaines, et donc, fin d'année, on passe une série de commandes pour justement utiliser le crédit qui reste encore, plutôt que de le perdre bêtement, comme on dit, et devoir finalement commander sur l'année prochaine alors qu'il reste des crédits sur cette année-ci. Voilà, là, la compétence de temps peut avoir une importance dans ces cas-là. Et même chose, évidemment, une décision qui est prise à une date, qui est signée à une date, a un effet à cette date-là et pas antérieurement, puisqu'il n'y a pas de rétroactivité des actes normaux. La troisième compétence qui est la plus importante, enfin en tout cas celle que nous allons développer davantage, c'est la question de la compétence matérielle. La compétence matérielle, c'est la compétence de matière que votre institution peut utiliser. Les communes sont compétentes pour toute une série de choses, les CPS sont compétents pour toute une série de choses, les intercommunales sont également compétentes pour ce qui est prévu dans les statuts, etc. Alors évidemment, c'est assez complexe, parce que naturellement, les compétences des uns et des autres font l'objet, en Belgique en particulier, de nombreuses discussions et de nombreux textes qui ne sont pas nécessairement faciles à comprendre et que vous verrez peut-être, je ne suis même pas sûr, dans le cadre de votre cours d'institution. Donc, il ne s'agit pas ici de faire le point sur ce qui est de la compétence de la commune, ce qui est de la compétence du CPS, de la compétence de la région par rapport à la commune, etc. On ne va pas entrer dans les détails, mais sachez que de manière générale, voilà, la commune n'est pas compétente pour toute une série de domaines, comme par exemple la défense ou les affaires étrangères. Vous imaginez bien que la commune, quelle qu'elle soit, ne pourrait pas déclarer la guerre à un autre pays. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, par contre, les communes ont toute une série de compétences dans plein de domaines, dans le domaine économique, domaine de la santé, domaine social, etc., bien entendu. Donc le champ d'action, finalement, le service public au sens fonctionnel d'une commune est particulièrement élargi. Mais au-delà des compétences même de la commune, il faut encore savoir, au sein de cette commune, ou de ce CPS, ou de cette intercommunale, quel est l'organe qui est compétent. C'est de ça dont on va parler. Vous savez qu'une commune dispose principalement de 3 organes qui sont le conseil communal, le collège communal et le bourgmestre. Le CPS a aussi ses organes, l'intercommunal a aussi ses organes. Mais concentrons-nous dans un premier temps sur la commune, on reviendra sur les autres plus tard. En ce qui concerne les compétences du conseil communal, il y a un article du CDLD, donc du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui est notre norme principale, c'est un peu notre Bible finalement au plan communal. C'est le texte normatif que nous utilisons tous les jours et qui règle le fonctionnement des communes, principalement, il n'y a pas que celui-là évidemment. Mais il existe un article au sein du CDLD, qui est l'article L112230, que beaucoup connaissent, qui dit ceci, je vous le lis, mais vous l'avez dans le syllabus. Le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal. Il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. Je passe sur la suite de l'article. Donc, les compétences du Conseil communal sont définies dans cet article. Ça veut dire que le champ de compétences du Conseil communal est particulièrement large. C'est le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal. Or, l'intérêt communal, rappelons-nous ce que nous avons vu au premier cours, il est extrêmement large et tout ce qu'on lui demande finalement, c'est de ne pas entrer en collision avec l'intérêt général qui est défendu par la région, la communauté, le fédéral. Il veille sur le maintien de l'intérêt général, l'intérêt communal existe, l'autonomie communale existe, la commune fait à peu près ce qu'elle veut dans ses limites de compétences, je ne reviens pas sur la possibilité de déclarer une guerre, mais il faut que cet intérêt communal
soit compatible avec l'intérêt général. Ça, c'est ce qu'on avait vu au premier cours. Et dans ce contexte-là, on nous dit que le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal. Donc, les compétences du conseil, c'est à peu près tout, sauf. Alors, sauf quoi? Sauf ce qui n'est pas l'intérêt communal, évidemment. Dans ce cas-là, c'est la compétence des autorités supérieures. Mais sauf ce qui est attribué par la loi, dont le CDLD, aux autres organes que sont le collège et le bourgmestre. Donc, c'est une sorte de compétence résiduaire. Quand il y a une question qui se pose, c'est, je dirais par principe, le conseil communal qui est compétent, sauf si expressément la compétence a été, de par la loi, de par le CDLD ou de par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, attribuée au collège et au bourgmestre. Exemple de compétence, votre budget communal, votre budget CPS, c'est la même chose CPS, et de la compétence du conseil communal. Les règlements, je cite ce qui est dans le cours, le cadre, les statuts du personnel, le règlement de travail du personnel, conseil communal, règlements fiscaux, nomination de personnel, sauf délégation, et nous allons revenir sur la question de délégation, l'adhésion de la commune à certaines institutions, le fait de pouvoir aller en justice contre quelqu'un, c'est de la compétence du conseil communal. Vous me direz, alors finalement, tout revient au conseil communal. Oui, tout sauf ce qui ne lui revient pas. Donc, quand on a un doute, c'est conseil communal en quelque sorte. Attention, l'article que je viens de vous lire n'est pas l'alpha et l'oméga de tout droit communal. L'article L112230 n'est pas le seul qui fixe les compétences du conseil communal. Il y a d'autres endroits dans le CDLD qui définissent les compétences du conseil par rapport au collège. On va venir au collège tout de suite, mais prenez par exemple en termes de marché public, il existe un article particulier, l'article L1222.1 et suivant, qui délimite les compétences de chacun. Donc le conseil peut faire ceci, le collège peut faire cela. Donc voilà, il y a l'article L1122.30 qui est l'article générique, il faut aller un peu plus loin dans le CDLD, voire parfois dans d'autres législations, pour connaître de manière plus précise les compétences du conseil communal. Dans ce cours-ci, moi je vous donne évidemment la base. Je ne vais pas vous faire un cours de CDLD, un cours de droit communal ou un cours de droit du CPS. Ce n'est pas mon rôle. Vous verrez ça avec d'autres chargés de cours, évidemment. Mais voilà, vous approfondirez ça avec eux. En attendant, sachez que ça se passe comme ça. La compétence du conseil communal, c'est tout sauf ce qui n'est pas prévu, pour être de la compétence du conseil communal. À côté de ça, le collège, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a comme compétence? Là aussi, il existe un article au sein du CDLD qui fixe, de manière générale, les compétences du collège communal. C'est l'article L112323, je pense que je l'ai indiqué. Voilà, l'article L112230 apparaît ici dans le CDLD, vous pourrez le relire à votre aise, c'est donc l'article d'habilitation générale. En ce qui concerne le collège communal, c'est l'article L112323, bien connu également de tous ceux qui pratiquent le droit communal régulièrement, et qui nous dit ceci: le collège communal est chargé, et puis suit une liste de 11 compétences spécifiques. Et donc, les compétences du collège communal, c'est rien que ces 11 compétences spécifiques. L'exécution des lois et des décrets des autorités supérieures, la publication et l'exécution des résolutions du conseil, donc des décisions du conseil communal. Donc, en clair, le conseil communal prend la décision et le collège l'exécute et la publie. L'administration des établissements communaux, donc la gestion des établissements communaux, la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et la surveillance de la comptabilité. C'est la gestion des revenus, ce n'est pas le budget. Le budget, c'est le conseil communal, mais dans le quotidien, si vous voulez, c'est le collège. Direction des travaux communaux, c'est-à-dire assister aux réunions de chantier, suivre les réunions de chantier, prendre des décisions concernant les chantiers en tant que tels, c'est de la compétence du collège. Ça veut dire que tous les travaux, la décision de faire les travaux, c'est de la compétence du collège. La décision de faire tel travail, c'est le cahier des charges, et là, c'est un marché public, donc c'est en général pour les travaux de la compétence du conseil en fonction des montants. Les alignements de voirie, les actions judiciaires,
dit pour le conseil communal, l'autorisation d'aller en justice, c'est le conseil, c'est vrai, mais lorsque la commune est attaquée, ben, on doit passer par le conseil pour se défendre. C'est le collège qui mène l'action, qui désigne un avocat et qui fait valoir ses arguments. Mais quand il s'agit d'attaquer quelqu'un, alors là, il faut l'autorisation préalable du conseil communal. Vous voyez, donc la frontière est déjà un peu complexe, hein, considérant également que, donc là, c'est les actions judiciaires en défendant, mais même en demandant, dans certains cas, le collège est compétent à la place du conseil. Quand il s'agit d'actions en référé, par exemple, je ne vais pas plus loin, c'est le collège qui est compétent. Donc voilà, le conseil est compétent, autorisation d'ester, c'est-à-dire l'autorisation d'aller en justice et l'autorisation pour le collège surtout de mener l'action, même en attaque. Mais en défense, c'est le collège qui est compétent, et même dans certains cas, en attaque, le collège tout seul est compétent, sans l'autorisation préalable du conseil. L'administration des propriétés de la commune, la surveillance des employés, donc votre surveillance de votre travail quotidien, la surveillance de votre travail quotidien, ben, ça relève du collège, pas du conseil, mais ça ne veut pas dire que c'est le collège qui vous emploie nécessairement, nomination d'agents ou recrutement d'agents, c'est normalement le conseil, même s'il y a des délégations, on rentrera plus tard dans les détails. Voilà, donc vous avez une série de 11 compétences qui, pour revenir au schéma avant, me font dire que les compétences du collège communal, c'est rien que conseil communal, tout sauf ce qui n'est pas de sa compétence quelque part. Le collège communal, c'est rien que ces 11 points. Mais même chose, ça c'est la base. Il n'y a pas que ces 11 points-là. Il y a d'autres choses, d'autres dispositions dans le CDLD qui complètent ces 11 points. Ce serait trop beau, évidemment, si on s'arrêtait à ces 11 compétences. Il y en a d'autres, de même que, comme je vous l'ai dit pour le conseil communal, il y a un partage de compétences pour les marchés publics. Ben, ça vaut pour le conseil ou ça vaut pour le collège aussi. Hein, les articles 11, 22, 1 et suivants fixent les compétences du conseil et du collège en la matière. En matière judiciaire, je viens de vous en faire part, donc il y a aussi une répartition de compétences. Et puis, il y a ce qui n'est pas dans le CDLD. La vie ne tourne pas, la vie communale ne tourne pas autour du CDLD. Il y a d'autres législations qui confient les compétences au collège en l'espèce. Par exemple, en matière d'urbanisme, le CODT, CODT, donc le Code de développement territorial, attribue la compétence d'octroyer le permis ou de délivrer ou de refuser le permis d'urbanisme au collège communal. Donc, c'est une compétence spécifiquement reconnue au collège communal, qui n'apparaît pas dans le CDLD, mais qui apparaît dans une autre législation. Attention, erreur que beaucoup commettent souvent, surtout ceux qui sont un peu inexpérimentés, quand on ne sait pas. Ben, si on ne sait pas, quand on a un doute, on a tendance à se dire, ben, passons par le conseil, c'est plus sûr. Au moins, on sait qu'on ne se trompe pas si on passe par le conseil. Si on passe par le collège, ben, on va peut-être se tromper, mais en passant par le conseil, on est sûr. Il n'y a rien de plus faux que ça. Chacun a ses compétences. Le conseil est compétent pour une série de choses, le collège est compétent pour une série de choses, et pas les mêmes. Si vous décidez, par exemple, vous n'êtes pas au courant de la réglementation en matière d'urbanisme et que vous avez un permis d'urbanisme qui arrive, vous ne savez pas qui doit prendre la décision, vous vous dites, bah, comme on ne sait pas qui peut le plus, peut le moins, et donc on passe par le conseil communal. Si vous faites passer votre permis d'urbanisme au conseil communal, votre permis sera irrémédiablement annulé parce que ce n'est pas le bon auteur. Le conseil communal n'est pas compétent pour pouvoir délivrer le permis d'urbanisme, c'est le collège. Donc, les compétences de l'un ne sont pas les compétences de l'autre. Il n'est jamais question de dire, quand on ne sait pas, on passe par le plus important, entre guillemets, parce qu'on considère que le conseil communal, c'est le législatif et le collège exécutif. Ce n'est pas tout à fait exact. Vous verrez ça dans votre code, dans votre cours de droit communal, dans votre cours de CDLD. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Chacun a ses propres compétences. La différence entre les deux n'est pas toujours aisée à trouver, même entre directeurs généraux. Parfois, on a des doutes sur la compétence du collège ou du conseil sur certaines choses. Moi, ce que je vous explique ici de nouveau et de manière très générale. Il y a évidemment toujours des zones d'ombre. La vie communale, la vie juridique n'est malheureusement pas un long fleuve tranquille. Parfois aussi, on se dit, oui, mais enfin, c'est un petit truc, ça ne va pas passer par le conseil. Exemple qui m'est arrivé. La bibliothèque de Plombières doit passer une série de conventions avec des institutions, d'autres communes, mais ce sont des conventions purement formelles qui n'entraînent aucune compétence financière, aucune conséquence financière, qui sont juste des accords de collaboration.
Bref, ça n'a pas beaucoup d'importance, je dirais, en soi. Les bibliothèques de Plombières me pardonneront. Et donc, voilà, c'est un petit truc. Donc, on me dit, bah oui, bah, on fait passer ça en collège, hein, on ne va pas passer par le conseil pour ça. Reprenez les 11 compétences de l'article L1123, où voyez-vous que la signature, la passation de convention est de la compétence du collège. Nulle part. Ça n'est pas de la compétence du collège, donc c'est la compétence du conseil communal. Et donc, même une petite convention, même un accord de collaboration peu formel et qui n'a pas beaucoup d'impact, doit passer par le conseil communal parce que la règle est celle-là. Voilà, donc attention à ça, attention à ne pas mélanger les compétences, à ne pas se dire, bouf, c'est pas important, le collège peut prendre la décision. Ce sont des erreurs qui se produisent souvent. Après, il faut voir le risque que l'on encourt si on se trompe d'auteur. Mais enfin bon, autant éviter de prendre des risques. Alors, les choses sont encore un peu plus complexes, et nous le verrons dans quelques minutes, quand on sait qu'il existe également des possibilités de dérogation, c'est-à-dire de faire passer la compétence de l'un à l'autre, mais nous verrons ça un peu plus loin, l'espèce de délégation du conseil vers le collège, mais aussi du conseil ou du collège vers le bourgmestre. Le bourgmestre, précisément, de même qu'il y a un article du CDLD pour le conseil et pour le collège, il y a un article du CDLD qui définit les missions du bourgmestre. C'est l'article L1123-29, que curieusement on utilise moins souvent, et qui vous dit ceci: le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'État, des régions et des communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège communal ou au conseil communal. Donc, en quelque sorte, le bourgmestre est une sorte de entre l'autorité communale et les autorités supérieures. Autorité de la région, de la communauté française, autorité fédérale. Et en particulier dans sa mission, une de ses missions principales, qui est d'assurer la sécurité publique. On le voit en particulier ces moments-ci. Donc ces missions sont définies non seulement dans le CDLD au travers de cet article, mais dans beaucoup d'autres législations. Pour prendre un exemple que j'ai déjà cité d'ailleurs dans une précédente vidéo, le bien-être animal est devenu depuis quelques mois une compétence du bourgmestre. Le bourgmestre est chargé de s'occuper du bien-être animal. Ça peut poser problème, j'en ai justement pour le moment dans ma commune. Voilà, le bourgmestre n'est pas nécessairement un vétérinaire, mais c'est lui qui est compétent pour prendre des décisions en matière de bien-être animal et d'intervention, surtout lorsque le bien-être animal est en cause et qu'il y a un problème avec les animaux. Ça n'est qu'un exemple. Il y a de nombreuses législations qui attribuent au bourgmestre une série de compétences. Là aussi, il faut les connaître. Il faut savoir que ça existe. Impossible de les connaître toutes, bien entendu, mais il faut être attentif à ça, bien sûr. Ça, c'est un peu l'expérience et l'apport de vos collègues qui pourront attirer votre attention là-dessus. De manière générale, le bourgmestre a 3 rôles. Il est le premier magistrat de la commune, donc le premier officier public, si vous voulez, et en ce sens, il exerce diverses compétences de signature. C'est le bourgmestre, le directeur général, qui signe les documents de la commune. Quand je dis le bourgmestre, c'est générique, hein, que les féministes ne m'en veuillent pas. J'ai une bourgmestre, voilà, pour ne pas dire le ou la bourgmestre à chaque fois. Je dis le, c'est peut-être pas bien, mais vous m'excuserez. Le ou la bourgmestre a une obligation en tant que premier magistrat de publication, donc c'est lui qui est responsable de la publication de certaines décisions, et on verra plus tard dans le cours que si certaines décisions ne sont pas publiées correctement, elles perdent toute leur valeur juridique. Il a la préséance de certains organes aussi, au sein du collège communal, c'est le président, et en tant que président, sa voix est prépondérante s'il y a une égalité. Il a la garde des clés, ce qui n'est pas la fonction la plus importante, mais qui peut l'être quand même. Et alors, autre rôle, il est le représentant du pouvoir fédéral, en particulier dans sa mission de sécurité publique. Je viens de l'évoquer rapidement, mais on le voit pour le moment. Dans la crise sanitaire que nous vivons et que nous avons vécue, le ministre de l'Intérieur, et je devrais dire la ministre de l'Intérieur, me semble-t-il, je ne suis plus sûr, a confié au bourgmestre le rôle de mettre en place des mesures éventuellement un peu plus strictes que les décisions que le ministre a prises lui-même. Vous savez que les bourgmestres ont la possibilité, par exemple, de fermer les frontières, ce qu'on a fait dans la commune en partie, ou d'interdire, comme le bourgmestre de Ouem vient de le faire maintenant, le passage
sur son territoire. Ça, c'est une décision du bourgmestre en tant que représentant du pouvoir fédéral chargé d'assurer la sécurité publique. La sécurité est une compétence fédérale, c'est le ministre de l'Intérieur qui est compétent, mais évidemment, il peut donner une série d'instructions, de possibilités au bourgmestre pour assurer sur le territoire communal, compétence de lieu, la sécurité publique et l'ordre public. Même chose également pour la fonction d'officier d'état civil. Le bourgmestre est, en général, pas toujours, mais l'officier d'état civil, et en la matière, il a des responsabilités particulières. Et enfin, donc, troisième rôle du bourgmestre, il exerce des missions spécifiques qui sont définies dans certains textes, tels que celles que je viens de vous citer, tel que celui que je viens de vous citer concernant le bien-être animal, mais dans plein d'autres domaines. Et donc, voilà, il est important pour vous de savoir quel est l'organe compétent au sein de votre institution. Première chose, est-ce que votre institution est compétente pour gérer cette question? Est-ce que l'intérêt communal est bien réel? Est-ce que l'intérêt communal dans ce dossier ne vient pas en contradiction avec l'intérêt général défendu par la région, la communauté, l'État fédéral? Première question. Et deuxièmement, si oui, et dans 99,99% des cas, c'est oui. Et si oui, qui est compétent? Le collège, dans les 11 compétences, ou un peu plus qu'on trouve à différents endroits. Le conseil communal, habilitation générale ou bien habilitation spécifique qu'on trouve dans différents endroits. Ou bien le bourgmestre s'il s'agit d'une mission de représentant du pouvoir fédéral ou bien une mission qui lui a été attribuée par une législation particulière. Voilà, alors vous comprenez que c'est assez complexe de pouvoir répondre avec certitude à cette question dès l'entrée de jeu. On est ici à l'avant, donc on est à la naissance du dossier, mais il est important de se poser la question en tout cas. Et c'est une des questions à laquelle vous devrez apporter le plus rapidement possible une réponse. Je reprends l'exemple de notre fil rouge. On a vu que dans la question qui, une des premières questions est de savoir qui est compétent, qui va prendre la décision dans ce dossier, collège, conseil, bourgmestre. Au stade où nous en sommes, on ne sait pas, mais on sait que c'est une question super importante et on va, dans les recherches qu'on va faire, on va être attentif à cette question pour essayer de trouver la réponse le plus vite possible. Je vais parler de la commune, je peux vous parler du CPS très rapidement pour vous dire simplement que le CPS est le petit frère de la commune, donc le mode de fonctionnement est un peu le même. Au CPS, il y a un conseil de l'action sociale, ça fait la même chose que le conseil communal. Il y a un bureau permanent, un peu la même chose, pas tout à fait, que le collège communal, pas tout à fait, hein, mais enfin bon, c'est un organe restreint. Il y a un comité spécial, souvent, un comité spécial de l'aide, de l'action sociale, pour donner l'aide sociale aux personnes concernées. Et il y a le président du CPS, qui est un peu l'équivalent du bourgmestre. Et donc, là aussi, chacun a ses missions, ses compétences, qui sont reprises, définies, non pas dans le CDLD, ou très peu, mais essentiellement dans une loi, la loi organique du 8 août 1976 des centres publics d'action sociale, qui a été, c'est pas donc elle a été modifiée très souvent évidemment, mais c'est l'équivalent, si vous voulez, du CDLD pour le CPS. Donc, on ira voir dans ce document qui est compétent, le président CPS, le conseil, le bureau permanent, etc. Et enfin, pour ceux qui travaillent dans les intercommunales, là, c'est un tout petit peu différent. Là, il n'y a pas de CDLD, il n'y a pas de loi organique, il y a les statuts. Votre intercommunal est une association qui, comme toute association, a dû déposer des statuts au greffe du tribunal. Et les statuts définissent vraiment la façon dont l'association va fonctionner. Alors, vous avez quelque part de la chance parce que les statuts, c'est beaucoup plus petit que le CDLD. Mais donc, dans vos statuts, on va vous dire qu'il y a une assemblée générale, qu'il y a un conseil d'administration, qu'il y a éventuellement un comité directeur ou bureau permanent ou organe restreint, quel que soit le nom, plus d'autres institutions, hein, comité de rémunération, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a essentiellement quatre organes compétents, l'assemblée générale, le conseil d'administration, l'organe restreint de gestion, appelons-le le comité, non, appelons-le le bureau permanent, et le directeur général de l'intercommunal. Et donc, normalement, les statuts fixent les compétences des uns et des autres. Et là, pour reprendre un peu le schéma qu'on a eu tout à l'heure avec la commune, l'Assemblée générale, c'est rien que, là c'est l'inverse du conseil communal. Le conseil communal, c'est tout sauf. Le conseil de l'action sociale, c'est tout sauf aussi. Là, dans l'intercommunal, l'Assemblée générale ne fait rien que, il y a une série de 10 points qui sont énumérés, et c'est assez strict, il n'y a pas beaucoup d'autres choses, je pense qu'il y a même rien d'autre. L'essentiel des compétences va au conseil d'administration. Donc, lorsqu'il y a une question qui se pose, est-ce que c'est de la compétence de l'Assemblée générale ou du conseil? Il suffit
de reprendre les statuts et voir quels sont les 10 points qui sont définis par la loi. Ils sont les mêmes dans tous les statuts d'intercommunal. Les 10 points de l'Assemblée générale, est-ce que ça rentre dedans? Oui, non. Oui, ben voilà, non, ben ça veut dire que c'est le conseil d'administration. Mais le conseil d'administration lui-même est décliné en un organe restreint de gestion, un bureau permanent. Et donc là, il faut voir quelles sont les compétences des uns et des autres en fonction de ce qui est indiqué dans les statuts. Et le directeur général a normalement une série de compétences aussi en matière financière et d'engagement financier en général. Voilà pour l'organisation interne de votre institution qui va vous permettre d'abord, dans un premier temps, de vous poser la question de savoir qui prend la décision et puis, à un moment donné, de pouvoir répondre à cette question-là. Les choses ne sont malheureusement pas encore si simples, même si elles ne l'apparaissent pas vraiment. Elles ne sont toutefois pas encore simples dans la mesure où il existe des possibilités de délégation. Les attributions dont on vient de parler sont des compétences dites, des attributions de compétences sont dites d'ordre public. Alors, une règle d'ordre public, c'est une règle qui est impérative dans la mesure où on ne peut déroger à cette règle parce qu'elle touche à l'organisation même de l'État. Il y a des règles pour lesquelles on peut prévoir des dérogations. Une règle d'ordre public, il n'y a pas de dérogation parce que ça touche à l'organisation même de l'État. Donc, les compétences, elles sont fixées, et heureusement d'ailleurs, parce que si on commence à mélanger les compétences entre les uns et les autres, ça va être ingérable. Donc, les compétences sont fixées à peu près une fois pour toutes, et donc on n'y touche plus. Néanmoins, il y a parfois un souci d'efficacité qui se pose. Pour reprendre l'exemple que je vous citais tout à l'heure, le coût des conventions qui doivent être passées par la bibliothèque, pourquoi est-ce qu'on m'a dit oh, mais on va quand même faire passer ça au collège et pas au conseil? Simplement parce que le conseil, il se réunit une fois tous les mois, plus ou moins. Le collège, il se réunit toutes les semaines, peut-être même un peu plus, en fonction de la situation. Et donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de le passer au collège, puisque, imaginons qu'on l'oublie, ben, la semaine suivante, c'est bon. Le conseil, si on l'oublie, ben, on est parti pour un mois de plus, et donc ça retarde d'autant plus ce processus. C'est donc pas très efficace. Et donc, on prévoit quand même, dans la loi, la possibilité de déléguer une série des compétences d'un organe vers un organe hiérarchiquement subordonné. Il est bien évident que vous devez suivre ce qui est indiqué dans la loi. Si la loi donne la compétence au collège ou au conseil, comme je vous l'ai déjà dit, pas question de la donner à l'autre, dans la mesure où, dans ce cas-là, l'auteur serait considéré comme incompétent et votre décision, votre acte administratif, il ne serait pas bon. Toutefois, il existe donc un mécanisme de délégation qui consiste à déléguer, donner une partie des compétences vers un niveau hiérarchiquement subordonné, c'est-à-dire, par exemple, du conseil vers le collège. Mais c'est uniquement dans ce cadre-là. Il ne peut pas y avoir une délégation dans l'autre sens, puisque l'objectif, c'est de faire en sorte que la décision soit prise de manière plus efficace. On peut comprendre que le collège reçoive en délégation des compétences du conseil. Par contre, il ne serait pas logique que le collège donne des compétences en délégation au conseil, puisque c'est pour être plus efficace. Et étant donné que le collège est, non pas plus efficace, mais se réunit plus rapidement et plus souvent surtout, c'est beaucoup plus simple de faire passer une série de compétences, de dossiers au collège plutôt qu'au conseil. Exemple, il existe dans le CDLD une série de dispositions qui permettent de déléguer des compétences du conseil vers le collège. L'article L1213.1 donne la possibilité pour le conseil de déléguer sa compétence de nomination de certains agents vers le collège. Donc, ça veut dire que normalement, la nomination des agents, c'est la compétence du conseil, mais, dans certains cas, le conseil peut déléguer sa compétence au collège. En termes de marché public, je vous l'ai déjà dit, là aussi une répartition des rôles, et dans certains cas, le conseil peut déléguer une partie de ses compétences vers le collège, vers même le directeur général ou même certains agents de l'administration. Donc vous voyez le côté délégation vers une autorité hiérarchiquement subordonnée. Le bourgmestre peut aussi déléguer la compétence de signature vers un échevin, dans certains cas. Le collège peut aussi recevoir en délégation la compétence d'octroyer des subventions à certaines associations, alors que normalement, c'est la compétence du conseil.
Mais ça reste une exception. On ne peut pas prévoir des délégations de compétences pour tout. Ce serait beaucoup plus simple, mais totalement antidémocratique. Vous me direz, avec ce que je viens de vous dire, dans ce cas-là, on n'a qu'à déléguer l'ensemble des compétences du conseil vers le collège, voire vers le bourgmestre, et ce serait beaucoup plus simple. Le bourgmestre, il a tout le temps, il n'a qu'à avoir tous les pouvoirs par délégation. Le conseil n'a qu'à signer toute une série d'actes qui délèguent ses compétences au bourgmestre ou au collège, et l'affaire est réglée. C'est évidemment impossible, d'abord au plan éthique, je dirais, c'est bien totalement antidémocratique, on ne peut pas concentrer tous les pouvoirs chez une personne, hein, ça ne peut pas se faire. Mais surtout, le principe, c'est qu'il ne peut pas y avoir de délégation sans texte. La délégation n'est prévue qu'à la double condition qu'il existe un acte d'autorisation et un acte de délégation. L'acte d'autorisation, c'est quoi? C'est la disposition légale qui prévoit la faculté, la possibilité de déléguer la compétence à un autre organe. C'est les exemples que je viens de vous citer, les articles L12-13A pour nomination, etc. Donc, dans le CDLD, il existe une série d'articles qui donnent la possibilité, j'insiste sur le mot possibilité, de déléguer la compétence vers un autre organe. Ça, c'est l'acte d'autorisation, c'est donc la faculté qui est prévue par la loi. Si la faculté n'est pas prévue par la loi, ce n'est pas possible. Dans le CDLD, si vous cherchez la possibilité de déléguer le vote du budget du conseil vers le collège, vous ne la trouverez pas. Et si vous ne la trouvez pas, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de délégation du conseil vers le collège pour cette matière. Comme pour des tas d'autres d'ailleurs. On ne peut déléguer une compétence, le conseil ou n'importe qui ne peut déléguer sa compétence qui lui a été clairement attribuée, pour autant que la loi le prévoit. Pas de délégation sans texte. Mais ça, ce n'est qu'une première étape. Il y a une double condition, l'acte d'autorisation, ce dont on vient de parler, mais il y a également l'acte de délégation. L'acte d'autorisation prévoit la possibilité, j'ai insisté là-dessus, de déléguer. Mais ce n'est pas parce que la possibilité existe que tous les organes de Wallonie doivent le faire. Ce n'est pas parce qu'il existe la possibilité de déléguer certaines compétences du conseil vers le collège ou vers le DG en matière de marché public que toutes les communes wallonnes l'ont fait. Pour ça, il faut que le conseil, concrètement de la commune concernée, prenne cette décision. Ça, c'est l'acte de délégation. C'est la mise en œuvre, concrètement, de la faculté qui est prévue dans la loi. La compétence de nommer du personnel, qui est prévue à l'article L12-13-1, de nommer des agents, peut être déléguée au collège communal, mais elle peut être déléguée au collège communal. Ça veut dire que le conseil communal de la commune de X, doit obligatoirement, s'il le souhaite évidemment, prendre une décision qui octroie la compétence, qui délègue la compétence au collège communal. S'il ne le fait pas, le conseil communal reste compétent. C'est que si le conseil communal le souhaite, que la délégation pourra se faire, et elle se fait au travers d'un acte administratif, on appelle un acte de délégation. Voilà la problématique de la délégation qui apparaît en plus. Et donc, dans la perspective qui est la nôtre de gérer les dossiers administratifs, on doit évidemment se poser la question de savoir quel est l'organe compétent, mais en plus de ça, vérifier s'il n'y a pas une délégation qui existe à la fois dans la législation, et si elle existe dans la législation, est-ce que l'organe compétent au départ a mis en œuvre cette délégation vis-à-vis de l'organe qui récupérerait cette compétence. Voilà, donc c'est des éléments à ne pas oublier. Il n'y a pas 500 matières pour lesquelles il y a des délégations, évidemment. Encore une fois, avec un peu d'expérience, avec un peu de connaissance de vos collègues, vous saurez tout de suite comment ça marche. Si vous arrivez le premier jour, évidemment, de l'administration, ce sera un peu compliqué, mais bien entendu, après 1 ou 2 heures, vous aurez compris un peu comment ça fonctionne. Et donc, vous saurez, parce que vos collègues vous l'auront dit, que là, il y a une délégation et qu'elle a été mise en œuvre. Mais voilà, sachez quand même d'où ça vient et comment ça fonctionne. Voilà pour ce qui concerne la question des compétences et ce qui nous permet de clôturer la première partie de ce cours qui est consacrée à l'avant. Donc, pour rappel, avant d'entrer dans le pendant,
Nous avons vu tout ce qui concerne la problématique du dossier, la problématisation, poser les bonnes questions. On a vu la question de l'origine du dossier, origine interne, origine externe. Nous allons parler aujourd'hui de la compétence de l'autorité, compétence de lieu, de temps et compétence matérielle, et la question de la délégation, savoir s'il existe ou non une délégation et si elle a été mise en œuvre. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la deuxième étape de notre parcours, c'est-à-dire le pendant, où nous examinerons les différentes étapes de la constitution et de la gestion d'un dossier administratif. La première était celle-ci. Nous allons voir après quelles sont les différentes étapes et nous entrerons plus en profondeur dans l'examen de ces différentes étapes. Voilà, je vous rejoins tout de suite pour la vidéo suivante.